voir, Jean-Ernest Pierre, les choses se sont considérablement détériorées. Évidemment, il y a des gens qui vont revenir sur la gestion de cette crise par le président Jovenel Moïse, qui jusqu'à sa mort apparemment ne s'est jamais prononcé officiellement. Jean-Emmanuel, si tu me permets, nous, notre radio, c'est 24 heures sur 24, et puis on n'a pas tous les jours l'occasion d'avoir avec nous un professeur Jean-Marie Théodate. Qui est avec nous cet après-midi? Là. Oh, ah, ben vas-y. Merci beaucoup. Absolument, il n'y a pas de problème. Merci. Salut Jean-Marie de ma part. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, on va tout de suite, en visuel, à parler à professeur Jean-Marie Théodate. Professeur Jean-Marie Théodate, comment ça va? Ça va, très bien. Bonsoir. Bonsoir de Paris. Oui, bonsoir. Il est par chez vous 23 heures, autour de 22 heures. 22 heures. Alors, professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Les choses n'ont pas bougé depuis la dernière fois qu'on s'est vu ici à la radio. On a fait cette belle émission. Les choses n'ont pas bougé dans le sens que Haïti reste, je ne dirais pas au même point. Haïti a encore glissé dans le bas-fond, comme on pourrait dire, parce que les bandits sont devenus encore plus méchants et versent dans l'horreur, n'est-ce pas? Justement parce que cette communauté internationale ne fait absolument rien pour venir en aide à la population. De mon côté, je regarde le Premier ministre Justin Trudeau, on vient d'en parler, qui a dit vouloir continuer avec les sanctions. Professeur Théodate, est-ce que les sanctions, c'est dans les circonstances la solution telle qu'on Justin Trudeau pense pouvoir continuer? Bon, je pense que tout est une question de perspective et de point de vue. Vu de Port-au-Prince, il est évident que ces sanctions, c'est ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau. Ça ne laisse absolument pas de traces, ça ne porte pas à conséquence. Et pour nous qui regardons les choses depuis Port-au-Prince, nous avons plutôt le sentiment d'une manœuvre dilatoire pour permettre en quelque sorte au Canada de gagner du temps. Parce que ce qui est évident, c'est que le Canada n'a aucune envie d'intervenir en Haïti. Mais maintenant, vu du Canada, cela me paraît un acte quand même assez symbolique. Lorsqu'un gouvernement prend la décision solennelle de sanctionner des officiels d'un pays ami, c'est un acte qui, normalement, devrait donner lieu soit à une convocation de l'ambassadeur pour lui demander des comptes, soit une protestation de la part du pays dont sont originaires ces ressortissants pour avoir des éclaircissements, soit, au contraire, à des mesures pour donner suite à ces assertions. Or, aujourd'hui, nous avons le sentiment que le gouvernement haïtien joue la politique de l'autruche, fait comme si les Canadiens n'avaient rien dit. Et c'est pour ça que moi, plutôt que de jeter la pierre aux Canadiens et d'essayer de leur demander d'en faire davantage, je me tournerai plutôt vers le gouvernement haïtien et je lui demanderai des comptes sur les suites à donner à cette déclaration officielle du Canada. Mais professeur, le problème, c'est que c'est à peine si on parle de gouvernement haïtien, on le dit vite, et on sait comment le Premier ministre Ariel Henry occupe cette fonction. On sait pourquoi il est là. On s'imagine que c'est pour ne rien faire. Il n'a jamais rien fait, en fait, depuis presque 2 ans qu'il est au pouvoir, n'est-ce pas? Alors donc, qui va répliquer aux actes des Canadiens, qui va poser des questions aux Canadiens, aux Américains? C'est certainement pas le Premier ministre Ariel Henry. Alors, si vous voulez, le constat que moi je fais et que je répète à longueur de journée, c'est que dans une circonstance aussi dramatique, c'est à nous, peuple haïtien,
à faire le véritable travail. C'est-à-dire qu'on s'attendrait à un soulèvement populaire haïtien, à un mouvement armé haïtien pour aller faire face aux bandits. C'est ça qu'il faudrait, en fait, dans une circonstance historique véritablement courageuse, digne de notre histoire. Mais il se trouve que notre État est à ce point délégitimé, notre société est à ce point fragilisée, fragmentée, fracassée, que nous en sommes réduits à quémander l'aide de voisins qui, avec une rare arrogance, au contraire, nous toisent et nous font en quelque sorte la file à langue en nous disant que, en fait, nous, on ne peut pas, on passe. Haïti devient une sorte de patate chaude que les uns et les autres se passent, au point que les derniers à avoir presque sollicité le timon des affaires, ça a été Bahamas, dont le Premier ministre a dit qu'il était prêt à envoyer des forces pour stabiliser la situation en Haïti. C'est-à-dire, du point de vue strictement géopolitique, c'est complètement absurde. Absurde. C'est-à-dire, vous imaginez des forces issues des Bahamas. Les Bahamas, l'archipel des Bahamas est moins peuplé que la commune de Carrefour. Alors, voilà entre quelles mains on a voulu, on a failli, et peut-être on va probablement un jour confier le destin d'Haïti. C'est véritablement se moquer du monde, c'est prendre Haïti pour véritablement peau patate, comme on dit chez nous en créole, et c'est ça qui personnellement me remplit de désespoir. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, avant de jeter la pierre au gouvernement canadien et de dire que les Canadiens ne font rien pour nous aider, moi je tourne un regard vers nous-mêmes, Haïtiens, pour considérer que nous ne sommes plus cette génération de grenadiers qui était capable, le moment venu, de prendre les armes pour nous débarrasser justement des chenapans qui occupent aujourd'hui le devant de la scène. Alors, il reste un contexte quand même qu'on doit comprendre. Ces gens, les bandits, sont armés, vraiment lourdement armés, mais d'armes qui ne sont pas produites en Haïti et la situation est connue, c'est des armes essentiellement venues des États-Unis. Est-ce que les États-Unis ont tout fait pour bloquer, surtout je ne parle pas d'armes, mais le fait d'approvisionner constamment les bandits de munitions qui ne sont jamais en manque, ces bandits-là, n'est-ce pas? Et le fait de voir que cette communauté internationale, avec mon premier ministre canadien, a envoyé, je parle surtout de Justin Trudeau, dans un premier temps, un avion qui a sillonné Port-au-Prince. Et actuellement, il y a 2 navires canadiens de guerre dans les rades de Port-au-Prince. Mais ça fait quoi, ça? Ça fait quoi si c'est pas nous rouler dans la farine? Et oui, c'est vrai que les Haïtiens devraient pouvoir faire par eux-mêmes, mais c'est aussi vrai que tout le monde constate que les circonstances ne s'y prêtent pas. Ça veut dire que nous n'avons pas cette capacité-là et on a demandé l'aide de la communauté internationale pour recevoir ça. Ce que Justin Trudeau nous présente là, professeur, c'est une insulte. Je pense aussi qu'il y a de notre côté un double signal qui doit être aussi interprété. Ce n'est pas comme si le peuple haïtien était unanimement favorable à une intervention. C'est vrai, c'est vrai. Pour nous aider. Et j'ai été moi-même très réticent à l'idée de l'envoi d'une force internationale. C'est dire par conséquent que le Canada, les États-Unis savent que dans la perspective de l'éventualité d'une intervention militaire en Haïti, ils ne seraient pas forcément les bienvenus. Et il y a des intellectuels, des gens de la société civile qui ont pignon sur rue, qui ont ouvertement pris position contre cette intervention canadienne. Donc, et je pense que ces personnes sont entendues, sont écoutées, sont scrutées à la loupe, et leur discours porte
également sur le plan politique. Donc, nous ne pouvons pas reprocher aux Canadiens d'être prudents sur la question d'une intervention politique en Haïti. Mais maintenant, en allant plus loin, considérant que ces pays se présentent comme des pays amis d'Haïti, compte tenu de la situation désespérée dans laquelle se trouve notre peuple, je pense que dans une relation de véritable amitié, si l'empathie était véritablement au rendez-vous, au menu, c'est naturellement que ces pays-là interviendraient pour nous aider. Je veux dire, l'Ukraine n'a pas eu besoin d'appeler au secours pour que Américains, Canadiens, Français, Britanniques, Allemands, tout le monde se porte au secours de l'Ukraine parce que, effectivement, c'est un enjeu à la fois stratégique et symbolique très fort. Moi, je suis d'accord avec cet appui massif donné à l'Ukraine. Mais cet appui serait encore beaucoup plus élégant, on l'accepterait avec beaucoup plus de grâce si on avait étendu, je dirais, cette générosité à Haïti, parce que dans le fond, et ce que l'on ne dit peut-être pas assez, c'est que Haïti et l'Ukraine se trouvent justement en train de défendre exactement les mêmes valeurs, les valeurs de démocratie, les valeurs de liberté, le droit d'un peuple à disposer de lui-même et surtout le droit d'un peuple à choisir librement ses dirigeants. Or, depuis les 20 ou 30 dernières années, c'est exactement au contraire que nous avons assisté en Haïti, avec des gouvernements fantoches, avec un trafic d'armes manifestement effectué avec la bénédiction des Américains, parce que si ça avait été un trafic d'armes vers Cuba, il est évident que la marine américaine aurait été beaucoup plus vigilante et que cela ne se passerait pas aussi facilement. Donc, il nous faut accepter l'idée que Haïti est un pays seul et que ceux qui se présentent comme nos amis n'ont absolument aucune envie de se brûler les doigts en essayant de nous porter secours. Mais lorsque vous avez dit, professeur, qu'il y a peut-être un double message dans le comportement des Canadiens, je pensais que vous nous auriez parlé de cette situation, à savoir qu'on veut que la communauté internationale veut absolument mettre à genoux ces intellectuels qui croient que du sol soyons seuls maîtres et l'étranger n'a plus le droit de toucher le sol, attendant que la situation aille à l'extrême pourriture et attendant donc que ces intellectuels-là soient totalement à genoux pour demander l'aide de la communauté internationale. Est-ce qu'on n'est pas rendu déjà à l'extrême pourriture dans ce pays avec cette situation-là? Et si ces gens-là croient, ceux qui refusent, croient que les Haïtiens ont la capacité de résoudre le problème par eux-mêmes, mais pourquoi, diable, ils ne trouvent pas la décence, ils ne fassent pas preuve de décence en apportant la solution qu'il faut pour changer la donne en Haïti? Je pense que il y a à la fois, moi j'y vois deux raisons qui pourraient expliquer le caractère prudent du Canada et des États-Unis dans leur politique vis-à-vis d'Haïti. Il y a d'un côté, je dirais, l'aspect géopolitique. Aujourd'hui, les Américains, le Canada, c'est-à-dire tous les pays du bloc occidental, sont indirectement en guerre à travers ce qui se passe en Ukraine. C'est dire que s'il y a une attention à porter au niveau de l'état-major, s'il y a des armes, des munitions à acheminer toujours à partir de l'état-major, je pense que la priorité absolue aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Donc Haïti passe, pour des raisons conjoncturelles, longtemps après cette urgence ukrainienne. Deuxième élément, au Conseil de sécurité, compte tenu de la dissension profonde qu'il y a aujourd'hui entre les pays du bloc occidental, d'un côté, la Chine, la Russie, de l'autre,
il ne peut pas y avoir de consensus au Conseil de sécurité pour déléguer une mission en Haïti. Donc, ça veut dire que celui ou celle qui prendra cette décision devra y aller tout seul, avec ses propres frais, ses propres moyens. Or, aujourd'hui, les puissances occidentales sont militairement, économiquement en position délicate et ne vont pas considérer Haïti, là encore, comme une priorité. Et puis, troisième élément, qui me paraît aussi important, c'est sur le plan symbolique. Aujourd'hui, ni les États-Unis, ni le Canada, ni la France, ni aucun autre pays dit du corps gros n'a la légitimité morale et éthique requise pour tenter une intervention militaire en Haïti qui pourrait se traduire par des morts. Qui pourrait se traduire par des morts du côté haïtien, mais qui pourrait aussi se traduire par des morts de leur propre côté. Comment Justin Trudeau va-t-il expliquer aux contribuables canadiens qu'il envoie de jeunes Canadiens ou de jeunes Canadiennes se faire trucider à Port-au-Prince au nom du droit de ce peuple haïtien à décider seul de son avenir? C'est dire que le risque d'une interprétation coloniale de cette intervention est trop grand pour que les États-Unis, le Canada ou la France prennent aujourd'hui le risque d'une telle intervention. Professeur, dernière question. Imaginez que, juste pour dire que depuis le début, peut-être que le Canada n'avait aucune intention d'intervenir en Haïti, même avec les sanctions. Imaginez, en tout cas, pour ce que nous avons comme preuve, lorsque moi j'ai interviewé le député de Bourassa ici, alors que l'ancien Premier ministre demandait des preuves à l'effet qu'il est pataugé d'une manière ou d'une autre dans les questions d'armée, les bandits, etc. Je parle de Laurent Lamotte et comme le député disait, nous avons des preuves terribles. Si ces gens-là poussent, eh bien, ils vont avoir des preuves. Et imaginez Salim Souka, qui est cet avocat haïtien sanctionné par le Canada, Laurent Lamotte également sanctionné par le Canada, qui ont demandé des preuves par écrit. Ce qu'on leur a donné, c'est des textes de Google. Est-ce que le Canada a d'autres preuves plus sérieuses que des écrits, des ramassis de Google? Ou est-ce on roule les Haïtiens dans la farine en faisant des effets de toge par rapport à ces sanctions qui n'en sont véritablement pas, qui n'apportent pas de résultats non plus? Je pense que nous sommes en train d'être roulés dans la farine des deux côtés. C'est un véritable poker menteur auquel nous sommes invités, avec d'un côté le Canada qui menace d'utiliser ses preuves, mais qui garde la dernière carte dans sa manche. De l'autre, des Haïtiens qui jouent les indignés, mais qui se gardent bien de porter plainte pour diffamation, parce qu'ils savent qu'ils ont probablement des choses à se reprocher. Donc, ce que je trouve cynique dans l'affaire, c'est que les uns et les autres ont des choses à nous cacher ou des choses à nous dire et se gardent bien de le faire. C'est dire par conséquent qu'il y a en amont une complicité entre ces gens, suivie probablement d'une brouille qui n'a pas encore atteint son paroxysme. Et la question que je me pose, c'est de savoir finalement pourquoi l'État haïtien ne prend pas les mesures qui s'imposent pour obtenir justement du Canada cette preuve ou de ces accusés, je dirais, qu'ils avouent éventuellement leurs crimes. Moi, ce que je constate là encore, c'est que le Canada a fait la moitié du chemin en désignant les coupables. Il s'attendait probablement à ce que les Haïtiens, soit au niveau de l'État, soit au niveau de la société, prennent le relais et nettoient les écuries d'Augias. Or, non seulement l'État haïtien n'a rien fait, mais la société haïtienne non plus ne semble pas
tenir véritablement compte de ces accusations qui sont quand même très lourdes. C'est dire que avec cette accusation, c'est l'ensemble de la communauté haïtienne qui reçoit un camouflet en plein visage, puisque cela vient attester le fait que le peuple est trop dispersé, trop désorganisé pour répondre massivement à un tel défi. Et d'autre part, il y a une telle complicité de la justice haïtienne, une telle corruption au niveau de l'État que ces gens peuvent continuer à circuler en toute impunité alors qu'il y a qui pendent au-dessus de leur tête de très lourdes accusations de participation à des trafics d'armes, de drogue et des choses encore plus graves. Professeur Jean-Marie Théodate, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. Merci et à la prochaine. Merci, un plaisir. Au revoir.